Cette conférence doit beaucoup à Sabine, qui est ici dans la salle. Elle est engagée sur plusieurs fronts et elle a absolument voulu une conférence, notamment un débat plutôt, en préparation, on va dire, du procès de Claude Chaussat, qui sera jugé à Aix-en-Provence à partir du 28 octobre. Nous aurons l'occasion d'y revenir, mais je voulais la remercier, car elle a pris son téléphone et on a eu pas mal de retours positifs. D'ailleurs, je voulais vous dire que des magistrats français, qui d'habitude ne montrent pas un enthousiasme féroce à se prononcer en public sur certains thèmes, notamment avec une affaire qui va arriver, etc. Là, on montrait une envie de faire une conférence. Donc, ils ne sont pas disponibles aujourd'hui, mais du coup, ça veut dire qu'il y aura sûrement une suite à ce débat. Nous avons avec nous Déborah Puchoden, qui est chercheuse à l'EHESS. Elle se présentera plus avant, mais elle a quand même, en plus d'être spécialiste déjà de l'antimafia en Italie, une vraie spécialité sur ce qu'on appelle en Italie les collaborateurs de justice, que nous appelons à tort des repentis, selon moi, et que j'aimerais qu'on appelle en France des coopérateurs de justice. On y reviendra. Jacques Folloroux, journaliste au Monde, qui a beaucoup traité des affaires de crime organisé, en particulier corse. Il fait partie de ces personnes qui nomment la réalité criminelle en Corse comme une réalité mafieuse. Il parle de mafia. Alors que d'autres pensent que ce n'est pas le cas, donc ça fera débat. Éric Pelletier, spécialiste aussi du crime organisé et d'autres choses, et qui a aussi accompagné les publications de Claude Chaussat. Donc, ce qu'on pourrait appeler le premier grand repenti de la mafia corse ou pas, mais qui ne bénéficie pas du statut de protection des témoins qui existe en France maintenant depuis quelques années, du moins son décret d'application. Donc voilà, on a un panel vraiment riche qui nous permet, comme toujours, de contrebalancer avec ce qui se fait en Italie, parce que ce qui se fait en Italie est assez riche, mais en même temps, on est ici pour parler de la France. Je vais tout de suite passer la parole à Déborah, qui, en 5 minutes, va peut-être revenir sur ce que c'est que l'antimafia en Italie, ce que c'est que le statut de collaborateur de justice, pourquoi elle traite ses affaires. Ça nous donnera un petit peu le point de départ pour arriver à la France. Déborah. Merci pour cette invitation. Je suis très heureuse de parler dans ces débats. Justement de parler du cas italien qui me semble emblématique d'une prise de conscience qu'il y a eu à un certain moment en Italie, un moment ancien, je parle là des années 80, où il y a eu une prise de conscience de l'importance de traiter la question mafieuse en tant que telle, c'est-à-dire comme une question criminelle, comme une menace pour la démocratie, comme une menace pour l'ordre public, et comme une menace qui était comparable à celle du terrorisme. C'est-à-dire que c'est une véritable attaque à la sécurité, à des biens qui sont précieux pour le vivre ensemble. Donc, en tant qu'anthropologue politique, je me suis intéressée à cette question. Et les magistrats qui se sont intéressés pour premier à cette question, il y a une véritable génération de magistrats qui a fleuri à la fin des années 70, qui a été quasiment décimée, malheureusement, et qui a choisi, à raison, comme entrée dans la mafia, d'utiliser, mais le mot n'est pas bien choisi, parce qu'il s'agit plutôt d'une interaction, fructueuse interaction et d'une rencontre plutôt que d'une utilisation, dans le sens instrumental du terme, mais qui ont choisi qui ont compris que la seule manière pour pénétrer à l'intérieur de ce qu'était la mafia en Italie, et je ne suis pas encore ce que je
connaît pas suffisamment cette réalité, c'est-à-dire une société secrète, une association criminelle occulte avec des liens à tous les niveaux de la société, était de se servir des témoignages de personnes qui avaient été à l'intérieur. Avait été parce que le mot ne peut se prononcer qu'au passé. Au moment où on commence à collaborer avec la justice, on va casser, rompre un pacte avec la mafia et en établir un autre qui est totalement différent avec l'État. Le pacte à la mafia est un pacte de silence, le pacte avec l'État est un pacte de parole. Les termes en sont établis, on reviendra peut-être au cours du débat sur ces thèmes de manière très stricte. Les termes de cette parole, à travers laquelle cette parole doit être exprimée, communiquée et rendue disponible pour que la justice puisse fonder des moyens efficaces pour venir à bout d'un problème qui est, comme je pense aussi son livre le montre, un problème de mots, de choses qui peuvent se nommer, de choses qui ne peuvent pas se nommer, de choses que l'État doit à un certain moment commencer à nommer. D'accord. Déborah esquisse quand même une définition, mais en gros, elle étudie un pays où aujourd'hui, on ne conteste plus que la mafia existe. Je rappelle quand même que jusqu'à une période très récente, il y avait encore des gens qui contestaient l'existence de la mafia en Italie, peut-être vous ne le savez pas. Et elle insiste sur un point. Bon, à partir du moment où c'est une société secrète, se priver des personnes qui étaient à l'intérieur se révèle être totalement inefficace, tant du point de vue du savoir universitaire, tant du point de vue de l'efficacité juridique. Tant du point de vue de la construction de la preuve. Et de la construction de la preuve pour qu'en droit, on puisse condamner les gens en droit, dans un état de droit. Jacques Folleroux, peut-être comment en es-tu arrivé à parler de mafia corse en France, hein, et peut-être déjà un mot si tu as vu une évolution dans la manière de lutter contre ce phénomène en France. Je pense que sur le papier, institutionnellement, la France, elle a pris conscience qu'il y avait un phénomène de crime organisé. C'est la loi Perben 2 en 2004, donc où la représentation nationale est validée par l'État, dit nous nous organisons pour lutter contre un phénomène qui constitue un préjudice pour la société, qui s'appelle le crime organisé. Bon. Sur la disposition technique du repenti, il va falloir attendre 10 ans donc, pour que le décret sorte, et donc on encadre, on organise justement la protection et justement la mise en place de ce dispositif du repenti qui doit aider l'État à rééquilibrer le rapport de force avec un crime organisé. Donc ce jeu judiciaire, puisque le crime organisé est sophistiqué, est organisé, il est donc capable de tenir à distance l'institution, l'État, la justice et la police, et donc il faut cet outil supplémentaire, cette arme juridique supplémentaire qui s'appelle le repenti. En 2014, et moi j'ai envie de vous dire qu'en 2019, la France, elle n'en est pas encore l'année zéro de la prise de conscience française du danger, de la menace que constitue un système mafieux sur son territoire n'est pas encore arrivée. Ça c'est mon sentiment. Je pense qu'on est encore confronté, en dépit de ce que je viens de vous dire très rapidement, on est encore confronté à un déni français, un aveuglement institutionnel et un traitement d'ailleurs journalistique sur toutes les affaires criminelles qui relèvent encore d'un traitement de faits divers, de fascination pour l'image du voyou, et qui n'a aucun traitement systémique sur le préjudice subi par une société. Alors, pour revenir à j'ai commencé par la deuxième question, je reviens sur la première question.
Donc en effet, mon travail consiste depuis déjà pas mal d'années, depuis le début des années 2000, à mettre sur la place publique, à verser au débat public des éléments objectifs où je m'efforce de définir, de décrire déjà ce phénomène de violence organisée spécifique à la Corse. Alors en effet, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure sur comment, quelles sont les spécificités de ce système mafieux insulaire. J'ai écrit plusieurs livres là-dessus, je m'efforce à travers les articles d'entrer toujours par l'angle préjudice subi par l'économie locale, par la démocratie locale, et d'essayer de donner un peu de définir cette mafia corse. Après, je vois bien le chemin qui reste à parcourir. Je pense que aujourd'hui on est dans une phase plutôt de creux, c'est-à-dire que cette violence-là, elle est plus enracinée que jamais dans la société corse. Institutionnellement, c'est pas la priorité, il y a d'autres priorités. Et puis, dans l'opinion, je vais te dire qu'il y a on essaie toujours, en tant que journaliste, d'essayer de photographier le réel à la faveur de petits événements. Je vous donne trois événements. Il y a eu donc l'assassinat récent d'un nationaliste un peu radical qui s'appelait Maxime Souzini. Donc on est vraisemblablement dans le cadre de rapports de force entre des nationalistes un peu purs et durs qui veulent un peu refonder l'action militante, en but avec un groupe sur la région de Cargès-Sagogne et Ajaccio qui appartiennent à une mouvance plus large. Et là, je pense qu'on est pleinement face à l'expression de ce phénomène de crime organisé insulaire. Et lors de ces obsèques à Cargès, il y a quelques jours, il y avait un monde fou. Un monde qui allait bien au-delà du cercle familial ou amical. Est-ce que c'est l'amorce de quelque chose, une réaction de la société corse? Peut-être. C'est peut-être que la société corse va, elle, finalement, être plus réactive que l'État, qui est encore confronté à un vrai problème de diagnostic et d'organisation. On y reviendra plus tard. Deux autres petits événements. Cet été, un leader nationaliste important, une figure du nationalisme corse qui s'appelle Charles Pierry, fait l'objet d'une perquisition qui se déroule pas bien. Et il y a un problème, à un moment donné, pour faire court, on trouve des armes dans son domicile. La perquisition se déroule a priori normalement. Les policiers demandent à 2 témoins sollicités dans la commune de venir assister pour que la procédure soit conforme aux règles. Ce sont 2 militaires qui travaillent sur la base de Solenzara. Le lendemain, les policiers les attendent pour conclure et terminer cette procédure-là. Ces deux militaires non seulement ne viennent pas, mais en plus, les policiers vont se déplacer à leur domicile. Et les 2 militaires non seulement ne confirment pas ce qu'ils ont vu la veille, disent qu'il n'y avait pas d'armes, et ils refusent de signer les PV. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux ont la même version. Ça veut donc dire qu'ils craignent davantage la force, la menace, la force incarnée par ces nationalistes que la menace et la force de l'État. Donc ce type de détail devrait faire réagir l'État en disant mon autorité n'est pas simplement contestée, c'est qu'elle est défiée et finalement je n'ai pas le monopole de la force sur mon territoire. Donc ça c'est le premier élément. Et deuxième élément pour faire plus court, il y a quelques mois, une scène, on est devant la préfecture à Ajaccio, vous avez un pilier du Petit Bar, qui est le groupe dominant sur la Corse du Sud, qui est sur un trottoir. Sur l'autre trottoir vient dans le sens inverse 4-5 lycéens, qui tout d'un coup, l'un d'eux, on est devant la préfecture de région, donc l'incarnation aussi d'un symbole fort de la force de l'État. Ces lycéens viennent en face, donc il y en a un qui repère le pilier du Petit Bar, donc de l'autre côté. Tout d'un coup, son corps, tout d'un coup il s'arrête, il traverse, il va saluer, embrasser justement ce pilier, et il retraverse la rue, il touche plus terre. Et là, on voit que dans le petit groupe dans lequel il était, tout d'un coup, leurs visages sont transfigurés, et lui, et tout d'un coup,
pas investi, mais tout d'un coup Auréolé, non seulement auréolé, mais tout d'un coup a touché, a serré la main, a fait la bise à ceux qui détiennent le vrai pouvoir, juste devant la préfecture de région, qui est l'incarnation du pouvoir de l'État. Trois petits exemples pour vous dire qu'aujourd'hui, la mafia corse est profondément enracinée dans les esprits et que l'État est loin d'en avoir pris conscience. Eric, donc je n'ai pas dit qu'il était journaliste au Parisien, mais il va pouvoir y revenir. Comment en es-tu arrivé à traiter les questions de crime organisé et quelle est finalement aujourd'hui ta vision sur mafia ou pas mafia en France, instrument de lutte contre ce phénomène? Oui, est-ce qu'on a mis un mot sur ce phénomène? Je ne connais pas le phénomène italien, mais ce que je vois, c'est que Jacques Colombo très tôt a parlé de mafia en documentant les éléments. Moi, je vois quand même des spécificités italiennes que je ne retrouve pas forcément au sein de la société corse. La criminalité corse, elle est organisée depuis longtemps, elle tente de peser sur les décisions, plus économiques d'ailleurs que politiques, mais je ne vois pas ce pacte de silence, je ne vois pas cette volonté d'infiltration étatique. Et pour autant, je vois bien les dégâts et les conséquences économiques et humaines surtout que cela provoque. Alors on peut ergoter sur le terme de mafia ou pas. Ce que je vois, encore une fois, c'est le sang versé, puisque je travaille aussi sur le plan national sur cette criminalité organisée, et je ne retrouve nulle part ailleurs un nombre équivalent de voitures blindées qui circulent, comme Le Monde l'a signalé il y a très peu de temps. Il y a une vraie spécificité insulaire dans ce rapport à la criminalité organisée qui fait que l'État est assez inefficace. Pourtant, les armes aujourd'hui, me semble-t-il, on les a. Nous ne parlons même pas de la loi sur le renseignement qui donne aux services de police et de gendarmerie des moyens supplémentaires depuis 2015. La police judiciaire est équipée et pourtant on voit bien qu'on échoue à avoir des résultats efficaces en Corse et que si on veut vaincre cette mafia, en tout cas cette criminalité organisée, le corollaire c'est évidemment d'avoir un premier résultat et que les gens croient en cette justice. Il y a une autre difficulté, et j'aimerais bien savoir ce que Déborah en pense, c'est sur la manière de couvrir. Vous savez, on parle de banalité du mal, il y a aussi quelque chose qui est très difficile à couvrir pour des journalistes, c'est la répétitivité du mal. C'est-à-dire ces assassinats en série de bande contre bande. À couvrir, j'entends, lorsque nous pouvons nous considérer comme des spécialistes de ce qui se passe sur place et qui travaillons à Paris et qui nous rendons régulièrement en Corse, lorsqu'il faut expliquer à un rédacteur en chef que c'est la bande Tibar contre tel autre bande, tel ce groupe qui a fait scission et dissidence, au bout d'un moment ça devient très compliqué. Et il faut prendre un peu de hauteur, un peu de distance effectivement, pour ne pas rester le nez collé à l'objectif et essayer de dessiner un tableau qui est un peu plus large, un peu plus global. Donc difficulté pour l'État d'agir, difficulté pour les journalistes de rendre compte, et permettez-moi d'avoir un mot pour les journalistes insulaires qui travaillent dans d'autres conditions que les nôtres. Il est difficile de travailler sur ce sujet-là, sur la Corse, mais il est encore plus difficile de travailler sur ce sujet en Corse. Je ne dis pas que c'est impossible, et un bon nombre de journalistes insulaires réussissent à le faire, mais c'est chaque jour un combat, croyez-le, et on échange beaucoup avec eux. Peut-être je reprends la parole, parce que moi aussi j'ai entendu quelque chose de très différent, c'est le rapport au nationalisme. La mafia italienne, elle n'est pas du tout nationaliste, c'est-à-dire elle n'est pas du tout régionaliste. Elle ne défend pas du tout l'autonomie de la Sicile, il n'y a pas du tout ça comme enjeu. Et d'ailleurs, il y a eu un moment dans les années 60 où il y avait un coup d'État qui se préparait avec un projet régionaliste qui devait être appuyé par la mafia sicilienne, et à la dernière minute, à la toute dernière minute, les mafieux se sont retirés parce que en fait c'est pas qu'ils se sentent particulièrement italiens, mais ils ne se sentent pas du tout concernés par des projets régionalistes. C'est-à-dire que les mafieux en Italie, ils ne se sentent pas du tout concernés en fait par la politique. Ils ne sont ni de droite ni de gauche, ils sont toujours du côté du pouvoir quel qu'il soit, et ils sont forcément dans un autre rapport à l'État que les Corses,
Parce que l'État italien est très différent par rapport à l'État français. On n'est pas face aux mêmes constructions étatiques. Et même la construction mafieuse de l'époque, me semble-t-il, enfin celle qui aboutit à ce qu'on connaît aujourd'hui, qui est construite après la Seconde Guerre mondiale et dans la résistance et donc dans la construction de cette République italienne. Alors, on voit juste deux chemins, hein, déjà, Italie, France. Il n'y a pas que deux chemins. Non mais je pense qu'on définit mal les termes du débat qu'on va avoir ensemble, si je puis me permettre. C'est-à-dire que la question, elle n'est pas de juste, il n'y a pas juste deux modèles la mafia n'est pas un modèle d'organisation. La mafia, c'est un phénomène de violence. Et donc, il y a dans le monde autant de modèles d'organisation que de mafia. Que la mafia géorgienne, la mafia japonaise, la mafia, on peut tourner la mafia nigériane, la mafia corse, la mafia, etc. La napolitaine, calabraise, sicilienne, aucune n'est organisée de la même manière. Pour des raisons simples, parce que le propre d'une mafia, c'est un criminel qui est en prise dans une société, sur un territoire, et qu'à chaque fois il y a une culture différente, il y a une histoire différente, il y a un environnement différent, etc. Donc il faut arrêter avec ce côté, ça c'est le degré un peu zéro, c'est-à-dire de la comparaison sur, il n'y a pas de mafia, un argument qui m'est opposé en Corse régulièrement, il n'y a pas de coupole, etc. C'est pas le sujet, il n'y a pas de coupole dans plein d'autres mafias également. Donc, et par ailleurs, je veux dire ça, c'est pas que la violence qui définit la mafia. Je veux dire ce qui fait l'organisation. Et l'organisation, c'est pas parce qu'il n'y a pas de mort qu'il n'y a pas de mafia. Au contraire, la mort est un vecteur de régulation d'une organisation pour des raisons X ou Y. Et donc c'est pas que de l'ergotie, c'est pas de l'argutie, pardon, et c'est pas ergoté sur le mot mafia. En fait, c'est essentiel. C'est-à-dire que si on ne se met pas d'accord sur la réalité de ce phénomène de violence organisée qui prend en otage une société, on n'y répond pas d'une façon correcte. C'est le cas de l'État aujourd'hui, qui est quand même profondément engagé, enfermé dans un déni. Une question qui me paraît centrale, c'est sur la violence. La mafia, elle ne se définit pas par la violence. Je parle de la mafia italienne, hein, bien sûr, qui est définie pas par le régime de la violence, mais par le régime de l'intimidation, qui est complètement différent. C'est-à-dire c'est une menace perpétuelle qui pèse sur la société du fait d'une violence possible. D'une violence qui est toujours possible, qui peut toujours se déclencher à n'importe quel moment, ce qui est bien pire qu'une violence manifeste qui a un terme, qui a une limite. Hein. Donc un État menacé par la mafia est un État qui vit dans la terreur. Hein. Une personne, une famille, une société menacée par la mafia, elle vit constamment dans la terreur que cette menace de violence puisse se réaliser. Voilà. Donc, y compris contre les représentants de l'État. C'est peut-être ça qu'on n'a pas vu encore en Corse. On l'a vu dans le domaine du nationalisme avec l'assassinat du préfet René. Oui. On n'a pas vu d'affrontement véritablement frontal entre les représentants de cette mafia, ou en tout cas de cette criminalité organisée, avec les représentants de l'État, qu'ils soient policiers. Alors l'intimidation est tellement forte, en tout cas en Italie, si je t'entends, c'est qu'il a bien fallu protéger des témoins pour qu'ils arrivent au tribunal vivants.